Bon, messieurs, dames, merci d'être parmi nous. Encore une fois, ceux qui sont dans les couloirs et qui déambulent peuvent venir avec ou sans médicaments nous rejoindre autour de cette table ronde. C'est la troisième de la journée avec pour thème la restitution du pouvoir d'agir, mode d'emploi. Je vous rappelle que le thème de cette journée est celui de la résilience en tant que moteur du rétablissement. On a vu dans une première table ronde la place qui était celle des personnes fragiles psychiquement. Ensuite, dans la deuxième table ronde, nous avons abordé le concept de résilience. Et maintenant, nous sommes à la restitution du pouvoir d'agir, ce qui paraît extrêmement logique. Alors, je vais demander, une fois que chacun aura pris son verre de badois, tellement il fait chaud, et c'est bien. Alors, ce qui est bien avec les trucs à bulles, c'est qu'il faut faire attention parce qu'on a tendance à roter. Non, je vous dis ça, mais c'est des blagues qu'on fait à la radio avec du Coca-Cola et tout, quand on n'aime pas trop les gens. Voilà, et donc je vais vous demander à chacun de vous présenter, et puis ensuite, eh bien, on place aux questions. On va peut-être commencer par vous, Marie de la Roque. Bonjour, oui, Marie Parlez. Delarocque, donc je suis directrice de l'association Côté Court du Havre. Alors c'est une association assez militante qui a été créée par deux professionnels de la santé mentale et qui est initialement pensée comme un outil à l'inclusion. Donc c'est un modèle exclusivement inclusif qui veut développer des alternatives aux hospitalisations inadéquates. Le pari, c'était de développer et spécialiser des modèles de logement en milieu ordinaire, adaptés et protégés, et démontrer que des personnes qui sont souvent considérées comme incapables de vivre en milieu dit ordinaire ou la plupart du temps orientées vers des institutions peuvent tout à fait reprendre possession d'un minimum d'habileté sociale pour vivre comme tout à chacun, comme des citoyens ordinaires en milieu ordinaire. Voilà. Khadija, à vous. On vous connaît un peu parce qu'on vous a vu à l'autre table ronde, je vous en prie. Alors Adija, je suis suivie par le SAVS de Fontenay-le-Fleury et je vais dans les groupes d'entraide mutuelle du Chénet et de Versailles. Voilà. Ensuite, Carmen de la Valois. Je suis directrice adjointe d'une maison d'accueil spécialisée à Créteil, gérée par l'association L'Œuvre Falleret, et j'accompagne aussi 9 GEM, donc en Île-de-France, où donc Radija participe. Voilà, c'est des lieux d'accueil destinés à des personnes en situation de fragilité psychique et souvent donc d'isolement, et ça leur permet d'avoir un lieu associatif qui propose des activités qui sont menées par un animateur, donc un professionnel qui n'est pas un professionnel de soins, et piloté par les adhérents eux-mêmes et des bénévoles, donc dans un esprit d'entraide. Et la maison d'accueil spécialisée propose un lieu d'accueil de vie en journée et en accueil permanent et temporaire pour des personnes qui ont besoin d'un plus grand suivi au niveau sanitaire et social. Mais la proposition est de leur permettre, en dehors des lieux de soins, notamment de l'hôpital psychiatrique, de vivre comme tout un chacun dans un lieu de bien-être et de convivialité. Docteur Julien Fousson. Bonjour. Donc moi je suis là aujourd'hui pour représenter un groupe de travail qui a mené une recherche dans un foyer, les résidences Les Sources à Fontenay-le-Fleury dans les Yvelines. Donc dans ce foyer où j'ai longtemps travaillé, il y avait cette question de comment on accompagnait les gens et comment améliorer nos pratiques, et on a pu bénéficier d'un soutien de la Fondation Falleret pour explorer cette question avec des regards extérieurs de sociologues et une partie de l'équipe qui a consacré du temps personnel à cette recherche. C'est ça dont je vais essayer de rendre compte un petit peu aujourd'hui. Juste les résidences Les Sources, c'est un FVO et un FAM, un foyer de vie occupationnelle, pardon, et un foyer d'accueil médicalisé qui accueille 60 personnes en situation de handicap psychique, voilà, et avec souvent un lourd passé psychiatrique. Maxime Robinard. Bonjour, du coup moi je suis éducateur spécialisé donc, dans un SAMSA, donc service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés aux Essarts-le-Roi, donc dans le 78, dans les Yvelines.
Donc ça, c'est un service donc, qui se veut du coup complémentaire un petit peu du coup médico-social, un peu comme un service d'accompagnement à la vie sociale, mais avec une dimension médicale en plus. Ce qui signifie que pour moitié à peu près, l'équipe est composée aussi d'infirmiers, d'infirmières et pour moitié d'éducateurs spécialisés, pour faire à peu près en gros, et d'aides-soignantes également, dans l'idée du coup d'apporter un accompagnement global à la personne en réponse du coup à ses difficultés. Nous, on identifie, en tout cas quand on se présente généralement 3 axes d'accompagnement, donc sur la coordination des soins, c'est-à-dire que souvent, on va pouvoir, sur les personnes nous qu'on accueille et qu'on accompagne, ça peut être des personnes qui peuvent être éloignées du soin, donc il y aura pas mal de travail de coordination pour éventuellement se rapprocher des CMP et entre autres, et sur les soins somatiques également et en fonction des situations. Un accompagnement social, donc là qui est plutôt propre aux travailleurs sociaux, sur tout ce qui est insertion, logement et proposer ce genre d'accompagnement. Et également, ce qui peut-être nous intéressera peut-être plus aujourd'hui, c'est sur favoriser le développement des relations sociales. Donc comment créer des espaces un petit peu aux personnes que l'on accompagne, finalement pour recueillir finalement leurs demandes, leurs attentes et leurs besoins, et créer du lien social pour sortir les personnes de l'isolement dans lequel elles peuvent être. Ce qu'on va en détail tout à l'heure. Tout à fait. Pascal Jacob, qu'on ne présente plus, mais quand même. Moi, je m'appelle Pascal Jacob et je suis parent de 3 enfants, dont 2 enfants lourdement polyhandicapés. Et j'apprends et j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer mes enfants parce qu'ils ont complètement changé ma vie. Et on devrait être rejoint par Angélique Pison si les transports le permettent, parce que c'est pas très simple pour elle, d'où elle vient. Et on verra en tout cas si elle est présente, on l'accueillera, on lui donnera la parole au moment opportun. Alors, la restitution du pouvoir d'agir, c'est un... j'allais dire que c'est tout un programme qui suppose déjà qu'on pose correctement la question sur ce pouvoir d'agir. C'est quelque chose de nouveau, je veux dire, ça vient d'arriver comme ça vient des pays anglo-saxons où finalement, est-ce que les psychiatres ont découvert aussi que finalement ceux qui souffraient avaient un pouvoir d'agir, ou bien est-ce que ça repose sur des découvertes, une expérimentation plutôt pour être précis, tout à fait sérieux. Je commence par vous, docteur Fousson. Quand on vous parle du pouvoir d'agir, qu'est-ce que ça fait chez vous? Enfin, je veux dire, vous vous grattez ou vous dites non, voilà, moi, la façon dont je vois les choses. Je pense que la psychiatrie a toujours, s'est toujours posé cette question-là, l'a toujours posée dans des contextes historiques différents, dans des contextes théoriques différents. Ça nous vient des États-Unis en même temps que probablement la pire des psychiatries. Alors ça, je vais parler en tant que chauvin, peut-être psychiatre chauvin, mais voilà, ça vient contrebalancer une version de la psychiatrie qui est quand même un peu pauvre au vu de l'histoire que nous avons, nous, en France, de la psychiatrie. Donc je pense que dans les années 60, ça se posait dans d'autres termes. Par exemple, pour ne prendre que cette période-là, c'était pensé dans d'autres référentiels, par exemple la psychanalyse à travers la question du désir du sujet et comment accompagner ce désir-là. Je pense que peut-être que chaque époque a besoin de réinventer sa manière de dire les choses pour retrouver de l'enthousiasme et de l'envie. Donc tant mieux que ça permet de ce renouvellement-là. Je pense que voilà, les gens autour de la table en témoignent. Alors effectivement, hein, donc c'est en fait on rebaptise quelque chose qui a toujours existé, peut-être sous un angle un peu différent maintenant que cet engouement pour la psychanalyse a un peu disparu. Enfin, en tout cas, la psychanalyse pour tous et par tous elle n'est plus effectivement à l'ordre du jour. Carmen de la Valloire, lorsque on parle de restitution du pouvoir d'agir, est-ce que vous pensez que ça relève du pur domaine médical, ça relève du champ de compétences quasi exclusif des psychiatres, ou est-ce que dans votre expérience quotidienne, vous avez une autre optique avec d'autres acteurs, et puis avec quels résultats aussi?
Oui, alors je pense qu'effectivement, au niveau expérience, on se rend compte qu'avec les adhérents, notamment des GEM et aussi les résidents dans une maison d'accueil spécialisée, eh bien, c'est à travers l'échange euh, complètement d'un homme avec un homme ou une femme avec une femme, enfin peu importe, dans un échange convivial et bienveillant, que les choses se passent et que la personne, progressivement, elle prend son pouvoir, elle commence à s'exprimer, elle agit, elle a un autre regard sur le monde. Si on lui donne la possibilité, si on lui passe la main, si on lui tend la main, eh bien, il y a des choses qui se passent. Peu importe qu'on soit en face un professionnel de santé ou un professionnel du secteur social ou une personne, un parent, un ami, il peut se passer des choses, mais il faut donner la possibilité, un espace à la personne de s'exprimer. Mais je dirais que c'est comme tout un chacun. Et je crois que le positionnement dans le cadre des GEM, comme dans le cadre d'une maison d'accueil spécialisée, où il y a une équipe pluridisciplinaire, beaucoup de professionnels ne connaissent pas du tout, avant de venir travailler dans ces structures, n'ont pas forcément d'expérience avec des personnes qui souffrent de troubles psychiques. Donc on apprend en faisant. Et c'est à travers justement cet échange permanent et cette interrogation permanente qu'on se doit d'avoir tous ensemble, eh bien qu'on voit les choses bouger et une mobilité. Et la mobilité, elle n'est pas que par le professionnel, elle passe aussi par la mobilité du patient, du résident, de l'adhérent, de l'usager. Il faut donner la possibilité à la personne d'entendre qu'elle peut avoir un esprit critique, elle peut remettre en question son traitement, elle peut remettre en question une manière d'un accompagnement qui ne lui convient pas, un droit de regard sur justement son parcours, et le faire avec le plus de recul possible nous permet aux uns et aux autres de se positionner autrement et de permettre à la personne d'avancer et d'avoir de l'espoir dans sa vie. Parce que c'est quand même la difficulté quand on souffre de troubles psychiques, c'est que bien souvent le tunnel, on ne voit pas la lumière derrière, au bout. Donc là, il faut donner une étincelle pour permettre à ce que des choses bougent. Et du moment où la personne qui est en face de nous bouge, nous aussi, ça nous fait bouger. Autrement, on n'a pas notre place dans l'accompagnement des personnes ou dans la manière de vivre avec les personnes. Vous êtes une agitatrice de souffrance. Non, mais c'est dans le bon sens du terme. Hein. Je veux Oui, dire que plus on secoue, moins on souffre. Il faut être militant, il faut se mobiliser pour, si les personnes qu'on accompagne ou avec lesquelles on partage des moments de vie, c'est des moments importants. Bien sûr. Hein, et tout est précieux. Donc à partir de là, il est important de ne pas être figé dans sa connaissance, dans son savoir, mais justement de se mobiliser, d'être à côté et d'accompagner, comme un accompagnonnage permanent qu'on peut faire avec un parent, avec un ami, voilà. C'est intéressant de dire prendre son pouvoir, c'est-à-dire que bon, ça veut dire se prendre aussi un peu en main, et puis ce que vous avez dit, tendre la main, sont des mots qui ont véritablement un sens pour vous, Pascal Jacob. Eh bien, je trouve que ce que vous avez dit, je crois qu'il faut essayer de bien comprendre que restituer le pouvoir d'agir, c'est donner envie aux personnes d'agir, de décider et d'être acteurs de la vraie vie et pas d'une vie à l'écart. Et ça, je crois que ça, c'est un des éléments le plus fort. Et en effet, ce que vous dites, Carmen, sur l'étincelle, cette étincelle, c'est celle qui va faire qu'à un moment, on va passer de pas envie à envie de devenir ce personnage qui va se retrouver dans une société de la vraie vie et pas à l'écart. Le deuxième élément sur lequel je voudrais dire, c'est que la personne vivant avec un handicap est une personne, c'est être un citoyen à part entière, qui est accompagné pour participer au droit commun. Parce que la vraie vie, c'est le droit commun. Et le droit commun, de temps en temps, on n'est pas capable de le vivre seul, et il faut être accompagné pour le faire, et pour y être.
Et cet accompagnement dont vous avez parlé dans votre métier, dans votre diagnostic, dans votre rôle, est aujourd'hui essentiel. Le jour où on aura compris que le droit commun, dans le travail, dans les transports, dans tout ce qui est la vraie vie de tout le monde, eh bien, il doit être accompagné. Et cet accompagnement n'est pas quelque chose qui va décider à la place de la personne. Il va être comme ma canne. Ma canne, elle ne décide pas où je vais. Ma canne, elle va où moi je vais. Et je crois qu'il est très important de dire que c'est dans le droit commun que l'on va trouver la vraie vie. C'est là où on s'amuse, c'est là où on rit, et c'est là où on peut aimer. Alors c'est intéressant de mettre en exergue ce terme d'être accompagné et bien accompagné, parce que c'est une perche tendue à la fois pour ma voisine et pour mon vis-à-vis d'en face. Donc on va commencer par vous, Marie Delarocque. Les outils à mettre en place pour être accompagné, c'est votre quotidien. Alors nous, en fait, le prérequis, c'est la personne qui va pousser la porte de côté court. On va l'envisager par rapport à ses compétences et ses habiletés, et pas par rapport à sa maladie ou sa pathologie, qui reste le domaine de la psychiatrie. Donc sur la première rencontre, on va essayer d'explorer qui elle est, son parcours antérieur, ce qu'elle a pu faire avant. Et à partir de là, on va construire ensemble un projet. Nous, on a 120 places de logement qui sont exclusivement inclusifs. C'est déjà la considérer comme capable d'avoir un logement en milieu inclusif, donc bail de sous-location ordinaire, et responsable aussi du projet qu'elle va porter, puisque au-delà de donner un toit en plein cœur de la ville du Havre, c'est aussi de passer un contrat moral avec la personne sur les engagements réciproques qu'on va prendre. Donc nous, on s'engage sur le logement, sur l'accompagnement le plus personnalisé possible. Et elle, ce qu'elle va mettre en place en face. Donc, bon, évidemment, on prend en compte les difficultés, il va y avoir des ruptures de parcours à certains moments, mais ce qu'elle est prête à mettre sur la table et comment on va lui donner des outils. Vous parliez de béquille, c'est exactement comme ça qu'on se qualifie. C'est d'être une béquille à un moment donné que les personnes pourront lâcher ou pas, ou garder le temps qu'ils voudront. Voilà. Alors, on a cette chance d'avoir plusieurs services, donc logement, SAMSA, service d'aide à domicile spécialisé en santé mentale, insertion pro. On a voulu développer plein de petits services qui, pour quand la personne arrive, on puisse tirer des ficelles très personnalisées pour lui monter avec elle un projet qui lui correspond, et ainsi, en fait, qu'elle soit vraiment actrice et qu'on puisse mettre ce projet en fonction de ses compétences. Et que si effectivement par rapport à la pathologie elle a pu à un moment donné oublier ses compétences, c'est comme nous, on va être moteur pour qu'elle puisse se les réapproprier, et peut-être nous, le but c'est qu'elle se sépare de nous un jour. L'idée, c'est de repenser, en fait, de ne pas se satisfaire, entre guillemets, des dispositifs qui sont financés, mais de toujours aller plus loin. On parle de bricolage à côté court, et de se dire, on avait le financement des résidences accueil, c'est très bien, mais pendant un moment, il n'y avait plus de plan de relance, et on avait toujours des sollicitations pour des gens qui voulaient vivre en collectivité, parce que c'est sécurisant, ça aide aussi à se soutenir. L'entraide mutuelle, j'en parlerai après, mais c'est un facteur extrêmement important sur cette notion de pouvoir d'agir. Et on a repensé aussi des montages un petit peu différents, de se dire les gens ont le droit à des aides individuelles, et pourquoi pas les mettre en commun pour avoir un ou deux professionnels sur site. On parle des PCH, de la mise en commun des PCH qu'on fait depuis 5-6 ans maintenant. Et ça nous permet, par rapport aux besoins du terrain qui nous remontent, par rapport aux gens qui nous sollicitent, de créer des petites maisons très spécialisées. Donc là, on a pu ouvrir une maison de 4 places pour des jeunes filles sortant du dispositif ASE qui ont des troubles psychiques importants et qui ne peuvent pas aller en résidence accueil de 20 places en studio, etc. Où on a généré aussi nous-mêmes de l'exclusion par rapport à des dispositifs qui étaient peut-être un petit peu trop... la marche était un peu trop haute, donc on a rouvert une maison de 11 places avec la mutualisation de PCH, et ça permet finalement de ne pas générer de l'exclusion et de rattraper des gens qui...
Enfin, nous, après, je disais, hein, j'avais vraiment rien contre l'institution, mais si on peut essayer de tout mettre en œuvre, surtout sur des jeunes qui nous arrivent à 18, 25, avec des notifications foyer de vie, masse, ou l'hôpital qui nous dit, si vous ne leur trouvez pas un projet, c'est hospitalisation au long cours. Notre rôle, c'est aussi d'aller plus loin et de créer des échelles intermédiaires avant ces orientations qui seront peut-être nécessaires. Hein. Peut-être qu'ils ne pourront pas se maintenir, même si on essaye en milieu ordinaire, mais au moins on se sera donné les moyens d'évaluer l'autonomie par le collectif, l'entraide mutuelle. Et voilà. Donc c'est un petit peu ce travail d'impulser, de redonner confiance aux gens, de mettre en valeur leurs compétences et c'est là, à ce moment-là, qu'ils peuvent se saisir du pouvoir d'agir. Et on a fêté là 1 an de la dernière résidence et il y a une dame qui nous disait « j'ai pas été réhospitalisée depuis 1 an ». Elle nous disait merci et les professionnels ont dit « bah non, c'est vous qui avez fait le travail, c'est vous qui avez combattu les angoisses, qui vous êtes saisis de ce dispositif-là. Nous, on n'a fait que vous le mettre finalement à votre portée, mais c'est les gens qui font tout le travail, quoi ». Donc voilà, c'est là où je vous rejoins sur la notion de béquille et de ne pas se rendre indispensable, justement. Moi, je voudrais vous rejoindre sur un point que vous avez dit qui est essentiel, c'est qu'il vaut mieux envisager quelqu'un avec ses compétences que de la dévisager avec ses incompétences. Et je crois que vous avez dit aujourd'hui, il faut allumer la lumière sur les capacités. Et je pense que ces capacités-là, on sait aller les trouver avec un peu de tact et beaucoup d'écoute. Être accompagné, Maxime Robinard, ça, dans votre quotidien, ça se manifeste de quelle manière? Comment accompagnez-vous? Alors déjà, je rejoins ce qui a pu être dit sur l'approche de l'accompagnement et entre autres sur le pouvoir d'agir. Je pense que c'est aussi une façon pour les professionnels de sortir un petit peu, et je pense que c'est déjà le cas depuis un moment, mais de sortir du dispositif, du clé en main, et qui finalement dépossède certainement la personne de ce qu'elle peut faire et de ce qu'elle peut agir sur son environnement. Du coup, au SAMSA, c'est un peu le parti pris que nous, on prend, en tout cas, lorsqu'on débute un accompagnement. Ça va vraiment essayer de favoriser des conditions autour de la personne pour qu'elle puisse finalement saisir des opportunités et que susciter finalement cette mise en mouvement, cette action. Et du coup, au SAMSA, nous, on intervient également avec les familles, avec l'entourage, avec du coup, comme je disais tout à l'heure, l'équipe pluriprofessionnelle permet vraiment d'intervenir vraiment dans l'environnement de la personne et de créer les conditions pour que la personne puisse effectivement dépasser des difficultés et des obstacles et que ça vienne d'elle et que justement on ne soit pas dans un accompagnement où lorsque on n'est plus en place et lorsqu'on se retire finalement la personne se retrouve un peu démunie. Donc voilà, j'utilisais un peu cette image-là où on a un peu les jardiniers un petit peu autour de la personne pour créer un environnement favorable à ce que la personne prenne possession de son parcours de vie et qu'on sorte un peu d'une certaine forme de proposition, participation et sortir d'une prise en charge des compétences et des potentialités de la personne. Parce que, comme vous disiez, c'est vraiment mettre l'éclairage sur les potentialités de la personne et de sortir peut-être un peu aussi des carences, des difficultés qui sont source de stigmatisation ou choses comme ça, et de pouvoir redonner confiance. C'est vraiment, je pense, l'orientation du SAMSA. Et qui plus est avec une équipe soignante, nous, où il y a des échanges et de trouver aussi un juste milieu justement entre la personne et le contexte d'intervention et d'autres voies d'accompagnement. Nous, en tout cas, sur le SAMSA, où on en est pour le moment. Je crois aussi, pardonnez-moi, ce qui va permettre le succès, c'est de permettre que l'accompagnement soit aussi une formation à être accompagné par des non-professionnels. C'est ce qui permet d'être dans la vraie vie. Si on n'est accompagné que par des professionnels, on va être mis à l'écart. Être accompagné par un non-professionnel, c'est un apprentissage très difficile. C'est former les gens à l'autorité, d'être capable de demander à être accompagné. Et c'est une force et un savoir-faire et un savoir-être de l'accompagnant.
Et l'accompagnant a un rôle qui s'enrichit de ça et il peut se servir de ça pour être et que ça soit une chance extraordinaire. Moi, je vois aujourd'hui tous ceux qui sont en colocation avec des étudiants dans des villes périphériques de Paris et qui trouvent dans la colocation que les personnes sont des étudiants qui n'ont aucune connaissance. Il y en a qui sont à Polytechnique, il y en a qui sont... et ces amitiés qui se lient, c'est cette fraternité qui s'installe dans cette colocation devient un trésor parce qu'on a de moins en moins besoin d'aller dans l'écart pour trouver sa ressource. Et je crois que ce que vous avez dit prend toute sa valeur dans l'accompagnement de son choix et surtout dans toutes les formes de l'accompagnement possible. Julien Fousson. Je voulais rebondir sur tout ça dans le sens où ce qu'a cherché, en tout cas ce qu'a exploré notre recherche au foyer Les Sources, c'est justement, Marie, vous disiez, on n'est pas forcément contre l'institution. Je pense que certains parcours font que les personnes sont institutionnalisées et l'idée c'est qu'elles ne s'y retrouvent pas enfermées en tout cas. Et on entend dans ce discours de l'accompagnement hors les murs des choses qu'on a retrouvées dans cette recherche sur comment ça se passe au foyer comme conditions qui seraient propices au rétablissement. Et je rejoins tout à fait Maxime sur l'image du jardinier, c'est-à-dire que clairement on voit que ça émerge à un moment, on ne sait pas toujours bien pourquoi, et c'était le but de notre recherche, de prendre du temps pour essayer de comprendre un petit peu ça. Après, on peut repérer un certain nombre de conditions, notamment celle de la sécurité, au sens sécure, c'est-à-dire pouvoir se sentir, et sécurité y compris dans son intimité, puisqu'une institution, c'est un chez-soi qui n'est pas tout à fait un chez-soi. Comment faire que la chambre du résident soit un chez-soi, alors que certaines règles de l'institution continuent à s'y appliquer malgré tout. On n'a pas le droit de fumer dans les chambres pour des raisons de sécurité, par exemple. Quelque chose qui est important, alors moi je ne l'aurais pas dit, mais comme quoi c'est la directrice du foyer qui me disait, mais insiste là-dessus aussi, la stabilisation psychiatrique. C'est-à-dire que malgré tout, et là je rejoins la maman de la table ronde précédente qui disait, c'est important qu'il n'y ait pas trop d'angoisse finalement pour arriver à, quoi qu'on veuille d'ailleurs, mais en tout cas qu'il n'y ait pas trop d'angoisse et donc il faut malgré tout une certaine stabilisation psychique. Et là où je rejoignais Maxime sur ce qu'il disait de l'accompagnement, c'est sur et vous monsieur, c'est sur cette idée de la multiplicité des relations autour de soi. Même dans un milieu aussi artificiel où finalement la plupart des interlocuteurs, même s'il y a une fraternité qui finit par se tisser entre résidents, la plupart des interlocuteurs, en tout cas au départ quand on arrive, sont des professionnels. Le fait que ce soit une équipe pluriprofessionnelle avec des niveaux d'interpellation différentes, ils peuvent soit s'adresser à l'éducateur qui est censé être leur référent, mais ils peuvent parler à la maîtresse de maison, ils peuvent aller débouler dans le bureau de la directrice. Et cette richesse relationnelle est quelque chose qui pour nous est apparu extrêmement important et qui n'est pas assez souligné. Souvent on parle du rétablissement comme on parle des compétences de l'individu, mais à mon avis met pas assez l'accent sur cette dimension relationnelle de s'appuyer sur ce qu'on fait tout un chacun. Dans ma vie à moi, je suis ce qui est plutôt pas trop mal dans mes baskets parce que je suis aussi en relation avec des tas de personnes qui me nourrissent et qui font que et qui peuvent être en désaccord en plus. Enfin voilà, toutes ces choses-là. Rajida, puis ensuite Marie. La sécurité, on a un petit peu parlé déjà sur la table ronde précédente, et je crois que c'est là-dessus que vous vouliez intervenir aussi, non ? C'est un élément important pour vous dans votre façon de vivre ? Oui, parce que dès que le moment on est stabilisé et puis qu'après on a une petite baisse de morale et qu'on se remet à pas aller très, très bien, on a besoin des professionnels. Donc c'est vrai que... Dans la vie, on pense être guéri, mais bon, faut reconnaître qu'on sera malade pour tout le temps et qu'on a des étapes dans la vie où ça peut aller bien et puis après moins bien. Et quand on parle justement qu'il y a des professionnels qu'entourent ces personnes, c'est important qu'elles les connaissent bien. Au niveau de la stabilité, de la sécurité, et puis après rejoindre les logements passerelles ou les logements qu'ils proposent. Parce que nous-mêmes, on ne sait pas quand est-ce que ça va mal aller, et il n'y a que par rapport à notre entourage, les psychiatres, les gens qui nous côtoient, qui peuvent savoir comment on commence à moins bien aller. Voilà, des choses comme ça. Marie, et ensuite
Je vais juste rebondir sur la Carmen. notion de sécurité et la prise de risque. En fait, je pense à un élément qu'on parle souvent. Pour accompagner l'empowerment, comme on dit, il faut que les professionnels aussi puissent prendre des risques. C'est vraiment très important parce que souvent, quand je discute avec des homologues, c'est la notion du risque, est-ce qu'on ne va pas mettre la personne en danger, etc. Et je pense que c'est aussi aux professionnels de lâcher un peu du lest là-dessus. Et c'est quand on accueille quelqu'un, on ne le connaît pas, on se voit 2 fois en synthèse, c'est souvent des jeunes, on a très peu on a peu évalué l'autonomie. Et après, on se dit, on va prendre des risques, comment on borde ces risques-là? Parce qu'effectivement, il ne faut pas qu'il y ait une mise en danger. Mais aussi la personne en face, en voyant qu'on lui fait confiance et que malgré le peu de retour qu'on a sur l'autonomie, on se dit allez on y va et tant pis on va étayer. Alors il faut un travail de partenariat assez. Nous c'est le parcours de soins est indissociable du parcours logement. Et ainsi, avec les soins, avec la famille, avec les personnes ressources, on en parlait ce matin, on travaille avec les voisins, avec les propriétaires d'hôtels, enfin toutes les personnes qui peuvent être considérées comme une ressource de la personne qui monte son projet. Bah, cet ensemble fait qu'on va limiter les risques et que c'est ça qui va favoriser aussi la restitution du pouvoir d'agir. Si dès le départ on met des freins parce qu'on se dit bah ouais mais nous il y a personne sur aucune de nos maisons collectives, il n'y a pas de personnel le soir et le week-end et ça fonctionne super bien. Il y a eu un incendie, on a travaillé sur l'entraide mutuelle, ils ont appelé les pompiers, ils se sont recomptés, ils se sont mis en sécurité, ils m'ont appelé à la fin. Et je suis arrivée, j'avais juste à signer les documents alors qu'ils sont 20 avec des gens qui ont des pathologies très, très lourdes. Et finalement, en fait, si on leur fait confiance que cette mise en commun des compétences rend le groupe beaucoup plus fort, et ça permet un maintien en milieu ordinaire sur des gens qu'on n'aurait jamais envisagé ces capacités parce qu'on va dire qu'ils sont trop malades ou qu'il y a une mise en danger possible. Et voilà. Donc la prise de risque, elle doit aussi, chez les professionnels, être réévaluée et de ne pas toujours réfléchir en termes de sécurité, en termes de et qu'est-ce qui va se passer si... parce que c'est là où on se limite justement dans les projets à monter et ces expérimentations-là, quoi. Carmen et puis ensuite Maxime. Oui, je rebondis, je suis tout à fait d'accord avec l'expérience que vous donniez. Je vois dans les groupes d'antennes mutuelles, c'est des structures qui sont animées par un seul professionnel. Et ce professionnel, il n'est pas là 24 heures sur 24, il travaille 35 heures. Donc, on a mis en place toute une organisation pour que le lieu soit animé aussi par les personnes qui sont en situation de fragilité psychique. Et le seul moyen de les former, eh bien, c'est de les informer, de les former aussi d'une manière avec l'expérience des uns et des autres, de passer le relais. Et en tant que professionnel, on se rend compte que beaucoup de nos adhérents ont du bon sens, posent les bonnes questions. Du fait qu'ils connaissent bien justement les réactions qu'on peut avoir quand on a des troubles psychiques, ils nous apprennent aussi à anticiper et à prévenir les situations. Donc c'est vraiment aux professionnels aussi de faire un pas de côté et d'être à l'écoute aussi des questionnements et des inquiétudes pour sécuriser un lieu ou une activité ou une action ou une sortie. Et ce qui est important aussi, c'est la continuité. Assurer cette continuité, cette constance. D'où l'importance d'avoir des professionnels qui ne changent pas en permanence. Parce que si on veut créer du lien avec des personnes, eh bien, ce n'est pas en quelques mois. Il faut du temps. La notion de temps est importante pour créer une confiance, pour installer justement un regard réciproque et une écoute réciproque. Et c'est à travers ce temps-là que des actions se mettent en place, que quelquefois des erreurs, on apprend des erreurs aussi des uns et des autres, et on apprend à se considérer et à trouver sa place. Donc l'entraide mutuelle est vraiment à la base du pouvoir et du pouvoir d'agir. Et c'est, je dirais, indissociable de toute action et de toute manière de penser. Effectivement. Oui, du coup, moi, je voulais revenir sur vraiment l'idée de stabilité psychique et le lien aussi avec la notion de sécurité. Et où moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'idée de stabilité psychique. Alors, forcément, en termes de personnes, en termes de bien-être et choses qu'on peut entendre, mais d'attendre la stabilité psychique avant d'être forcément dans l'agir. Voilà, je crois que c'était Yann Le Bossé qui parlait un peu de double victimisation, c'est-à-dire qu'avant, finalement, de répondre à la demande de la personne, on va lui dire « Ah ben non, tu ne peux pas parce qu'il faudrait d'abord être prêt avant de pouvoir faire ce que tu souhaites faire. » Et du coup, on met 2 fois plus la personne en situation de difficulté. Et que
alors forcément une évaluation autour des capacités, des potentialités de la personne. Hein. C'est pas non plus voilà, mettre ça de côté. Mais les connaissances ou le savoir expérientiel un peu que la personne ait pu s'expérimenter, c'est quand même lui donner l'opportunité justement d'agir. Et on sait qu'avec voilà, les personnes qui ont des troubles psychiques ou parfois justement la mise en action est difficile, d'avoir cette réponse-là, d'estimer voilà, que la personne n'est pas stabilisée. Enfin, je ne sais pas si je suis assez clair sur ce que je dis, mais c'est que voilà, c'est parfois... Alors, ce qui est pas, enfin, je pense que quand je parlais de conditions, je parle pas de conditions préalables. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui permet le développement, tout comme la sécurité, je l'entends dans le sens relationnel. C'est-à-dire avant tout faire confiance. Cette sécurité-là, sentir que dans le lieu où on est, on nous fait confiance, sentir que dans le lieu où on est, on peut être suffisamment, enfin, accompagné, y compris quand on est instable, mais que ça va s'accompagner si la personne chemine dans son dans le rétablissement, pour dire ça vite, ça s'accompagne probablement de quelque chose de cet ordre-là. Peut-être que aussi on met l'accent là-dessus dans la recherche spécifique dont je parle, puisqu'on parle d'un collectif de 60 résidents et qu'effectivement une déstabilisation trop importante va aussi avoir des répercussions collectives et qu'on n'était pas en permanence dans cette question de jusqu'où on soutient comment soutenir la personne sans non plus mettre à mal le collectif, et que c'est aussi une des questions permanentes de ces accompagnements-là. Dans être accompagné, alors moi je suis bien sûr pas du tout du milieu médical ni du milieu de l'accompagnement, donc mes remarques sont forcément un petit peu à côté, mais pour le juriste que je suis, quand j'entends être accompagné, ça fait penser à la notion de contrat. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous faites en fait, vous passez un contrat avec, et normalement pour passer un contrat, il faut un vrai consentement, sinon c'est pas la peine, si ça n'engagerait à rien, et donc ce n'est pas un contrat. Et c'est ça, j'ai l'impression que vous-même, que ce soit dans le médical ou que ce soit dans l'accompagnement, cette notion de contrat, ça me marque de plus en plus, elle est tout le temps présente en disant nous on est là pour vous aider à révéler ce qui est en vous aider à être ce que vous êtes, à être ce que vous devriez être en tout cas, parce que c'est ça fondamentalement que vous êtes, et puis à vous aider à prendre votre vie en main, mais que finalement cet accompagnement, le rôle le plus actif, c'est celui qui est accompagné qu'il a. C'est pas tellement l'accompagnateur. L'accompagnateur, il suit, il lève les obstacles, mais il suit, quoi. Je veux dire que bon, c'est ça, c'est ce que vous disiez, Pascal, avec c'est pas la canne qui me mène, c'est moi qui l'amène. Oui, vous avez raison, et je rejoins. Qu'est-ce que c'est qu'un contrat? Et je ne veux pas singer un distributeur, mais c'est d'abord un établissement de confiance réciproque. Et c'est cette confiance dont vous parliez tout à l'heure. Parce que si on ne fait pas confiance, on aliène la liberté de la personne et on crée des tensions qui sont beaucoup plus négatives pour la personne et pour l'environnement. Ce contrat dont vous parlez est vraiment l'installation d'une confiance réciproque entre les deux personnes. Et ça, c'est essentiel. Nous avons très souvent vu des enfants ou des adultes ou des jeunes qui avaient trouvé une forme d'équilibre et qui se disent on va rentrer à la maison. L'ensemble des professionnels avaient trouvé ce contrat de confiance qui fonctionnait. Et les parents qui, sursécurisant, n'avaient pas apporté cette confiance, et d'un seul coup, tout ce qui avait été gagné a été perdu. Et c'est très, très, très fréquent dans ce qu'il y a. Et c'est là où je vous invite, les uns et les autres, dans votre travail, à aller au-delà et aller travailler avec l'environnement dans lequel les portes vont s'ouvrir. Et cet environnement dans lequel vont s'ouvrir, ça peut être la famille, ça peut être l'école, si c'est une école, ça peut être un lieu de loisirs, ça peut être une association. Et il faut vraiment, et j'en parlais tout à l'heure avec Véronique, c'est qu'elle me disait, mais on n'a pas
toujours un accueil sécurisé par la confiance, là où on n'a pas de professionnel. Eh bien, c'est vrai. C'est très vrai parce que des parents, ils commencent déjà par avoir peur et ils commencent par être dans une situation. Mais là où on apprend aux parents, et vous avez une école absolument extraordinaire qui est à Heidelberg, en Allemagne, qui permet aux parents d'apprendre à un moment donné à faire confiance à leurs enfants par un dialogue qui va plus être un contrat personne à personne, mais un contrat environnement, un contrat sociétal qui va être beaucoup plus fort. Le contrat qui reste seul entre le soignant et le soigné est un peu encore une mise à l'écart. Dites-vous qu'il faut que l'accès à la vraie vie, c'est à l'extérieur. C'est là où on est dans le droit commun. Et c'est un petit peu pour ça. Et nous parlions avec Claudine tout à l'heure, ce matin, que le contrat avec un employeur doit aussi faire confiance. Et ne doit pas dire ah ben non, toi tu travailles à part de temps et tu sais, on t'accepte comme tu es, mais non, il faut rétablir cette notion de confiance. Parce que vous n'aurez pas confiance dans les gens qui ne vous font pas confiance. Alors oui, je vous en prie, Carmen. Juste un petit mot dans ce que vous dites, monsieur. Je pense aux familles qui, justement, sont souvent exclues des institutions. Moi, je le vois régulièrement en maison d'accueil spécialisée où on accueille le résident et les familles sont étonnées bien souvent qu'on les invite à venir découvrir les activités qui se font avec les résidents, un accueil autour d'un repas, des moments conviviaux, leur proposer même d'être bénévoles pour organiser des activités avec les résidents. Et beaucoup de familles nous disent, eh bien, avant, dans le parcours de mon proche, à l'hôpital notamment, je me suis toujours sentie exclue, ou bien souvent, on ne me donnait pas la parole du moment où mon enfant a passé l'âge de 18 ans. Où on ne vous parle que d'une thérapie. Voilà. Et c'est vrai que rétablir dans le cadre du secteur médico-social et social des liens avec la famille, en ne mélangeant pas tout, hein, chacun à sa place évidemment, mais en donnant des informations, en donnant des clés aussi aux familles, de pouvoir avoir des associations qui peuvent les aider comme l'UNAFAP, sont des moyens aussi de leur redonner à eux aussi une place, une autorité, un pouvoir d'agir aussi pour eux, pour se préserver et ensuite préserver leurs proches. Donc ça, je trouve que c'est un élément aussi qui est important à réintégrer aussi dans nos institutions. Marie ? Juste un mot. En fait, nous aussi, si on part du principe, je vote. Allô ? Oui. Toute personne sera toujours plus loyale à sa famille qu'à des accompagnateurs qu'on vient de rencontrer. Et l'idée, en fait, c'est que plusieurs fois, on a reçu des personnes. Est-ce que vous permettez qu'on invite votre famille ? Parce que au cours de la discussion, la personne nous informait que la famille l'avait beaucoup soutenue, etc. Et les parents arrivent en disant mais c'est pas un peu infantilisant que vous nous invitiez, c'est son projet. Et en fait, on part du principe que si le projet il est coopté par tout le monde, après le projet va rouler. Mais si on n'associe pas la famille, que la famille ne connaît pas ce qui se passe, peut s'inquiéter, se poser des questions, il y a au moins 70% de chances que le projet n'aboutisse pas. Donc en fait, parfois c'est presque plus long de rassurer la famille, de s'affilier à la famille, pour après pouvoir travailler avec la personne. Et c'est parfois le gros du travail du SAMSA ou du service logement, avant que la personne rentre dans un logement, c'est de rassurer la famille, de faire visiter le logement, qu'ils nous connaissent. Alors on fait 1, 2, 3, 5 rendez-vous. Et après, quand on sent que tout le monde est prêt, on peut mettre en place le projet. Mais je suis d'accord avec vous, si on n'inclut pas le conjoint, la famille ou les amis, il y a une grande chance que le projet n'aboutisse pas. Maxime ? Une fois de plus, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit sur la prise en compte vraiment du contexte, de l'environnement de la personne et de faire preuve de clarté, de transparence. C'est forcément des éléments qui amènent à la confiance et également aussi le côté inconditionnel vous parliez de contrat, mais vraiment ce côté inconditionnel, chose aussi qui est bien de verbaliser puisque
voilà, de côté de dire qu'on signe un contrat sur une temporalité, sur quelque chose, et que sur cette période-là, en tout cas, il n'y aura pas d'éléments qui feront qu'on coupera le contrat signé au départ. C'est vraiment des éléments, voilà, ce que je veux aussi rajouter puisque la confiance, voilà, comment elle peut s'obtenir, et aussi par la rencontre interpersonnelle. Enfin, il y a aussi des choses en tant que professionnel à des moments donnés où il faut, j'en reviens un peu sur la prise de risque, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais aussi parfois un peu baisser les barrières professionnelles et finalement être dans une rencontre interpersonnelle, et comment voilà, personnaliser un peu aussi sa présence auprès de la personne, comment voilà, par moment être dans des rapports plus simples et un peu moins voilà, hiérarchiques, verticaux, ou vraiment être quelque chose de plus horizontal. Et je pense que c'est aussi des éléments dans l'accompagnement qui amènent aussi à un rapport de confiance, et du coup après, pour refaire le lien sur comment voilà, permettre à la personne de voilà, retrouver un pouvoir d'agir et des conditions favorables à ça. Khadija d'abord, et Pascal, et vous pouvez demander la parole aussi. Et ensuite Julien. Je t'en prie. En fait, vous parlez de contrat. En fait, dans toutes les structures que j'ai connues, il y a un contrat signé, mais après, c'est vrai que c'est la confiance. C'est mettre en avant les personnes, comme je parle du groupe d'entraide mutuelle, ça s'appelle une autogestion. Ça veut dire que les professionnels ne sont pas présents. Donc, chaque adhérent participe à l'ouverture et la fermeture du GEM, rencontre d'autres personnes, et là, ils se connaissent. Donc, c'est vrai qu'on a confiance aux personnes qui sont accueillies. Là, ils prennent plus conscience, pas du pouvoir qu'ils ont, mais ils prennent plus confiance à tout ce qu'ils font, les étapes par étapes. Et du coup, ça reste quand même fermé. Les gens à l'extérieur ne savent pas ce qui se passe, savent que c'est un groupe d'entraide mutuelle pour les personnes en isolement, coupées, voilà, qui se sentent seules ou qui ont un problème psychique. Mais c'est vrai que ce n'est pas un endroit que les personnes iraient par eux-mêmes, parce que voilà, c'est pas qu'ils ne seront pas acceptés, mais voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire là, qu'est-ce qu'ils vont apporter aux autres personnes. Et je pense que c'est à chaque fois dans des structures qu'on est regroupés, alors que quand on va dans un parc où on est comme les autres, on est des citoyens, et je veux qu'on soit reconnu comme être humain. Et puis dans la vie, voilà, on apporte pas mal de choses à chacun apporte à l'autre. Et je veux dire que c'est dommage qu'on doit voilà, se regrouper dans une structure fermée et voilà, évoluer comme ça, quoi. Et bon, c'est sûr qu'on a besoin de béquilles, mais voilà, la béquille, c'est nous qui la dirigeons, mais à un moment donné, il faut se dire que cette béquille, on va l'oublier, petit à petit, on va voler de nos propres ailes et on va prendre de l'assurance. Et même en étant stable, on ne sait pas si après on va redevenir malade ou s'affaiblir, mais il faut toujours surmonter les étapes petit à petit et avoir des gens qui nous entourent pour voilà, nous supporter notre fragilité. Voilà. On parle de béquilles, Pascal. Oui. C'est fabuleux de vous entendre, parce que ça fait du bien. Mais quand vous parlez de quelque chose de fermé, eh bien, il faut avoir envie d'ouvrir les portes. Et comment ? Eh bien, c'est très difficile, mais déjà, d'avoir envie d'ouvrir les portes, c'est essentiel. C'est cette envie-là qu'il va falloir créer. Moi, je voudrais dire que nous, parents, nous sommes d'abord très peu formés. Nous sommes très souvent mis un peu trop souvent de côté, et dans le domaine du psychologique, nous sommes très absents de cette thérapie, et nous le vivons d'une manière très difficile, et nous sommes probablement très demandeurs d'autre chose. Et puis il y a dans ce mot contrat dont vous avez parlé quelque chose que j'aimerais faire naître et que j'ai vu dans de nombreux pays, et particulièrement au Canada. C'est ce contrat qui fait que tout le monde gagne au progrès de l'autonomie. Tout le monde. Pas que la personne, pas que l'accompagnant, mais la famille soit aussi dans le succès. Et je crois que c'est ce dream team qu'il faut que nous arrivions à
appelé à applaudir. Il faut que nous l'applaudissions et il faut que la personne qui est accompagnée applaudisse ceux qui... il faut qu'il y ait ces applaudissements réciproques. Et cet applaudissement réciproque est essentiel à pouvoir permettre à la famille d'être acteur, d'être co-acteur. Vous parlez de pluridisciplinaire. Quoi de plus pluridisciplinaire que d'être un être ordinaire, accompagnant, et avec peut-être pas de savoir-faire, mais beaucoup de savoir-être. Et c'est là où nous allons peut-être gagner ensemble. Et je crois que gagner ensemble, c'est tout à fait possible à partir du moment où on n'exclut personne qui puisse aider. Alors, je tire pile ou face. Alexis et ensuite Julien. Maxime. Oui, pourquoi je vous appelle Alexis? Bon, je ne sais pas, à vous de me dire. Non, c'est joli, non, je ne sais pas pourquoi. Non, je voulais revenir sur votre témoignage, justement, sur le côté, voilà, on est des êtres humains comme les autres. Et je pense qu'au-delà de ça, moi, ça me fait penser aussi aux pères aidants, ou voilà, tout ce qui est un peu ce mouvement de père aidant. Et au-delà d'être comme tout le monde, c'est que je pense que le parcours de vie des personnes qui voilà, ont eu des troubles psychiques ou quoi, amène vraiment aussi un savoir et une connaissance à vraiment mobiliser et mettre en avant. Et je pense qu'il y a un lien à faire, d'autant plus avec le pouvoir d'agir, de vraiment favoriser des rencontres comme c'est fait au GEM, comme c'est fait des choses comme ça, où il y a vraiment un savoir propre aux personnes et des échanges. Donc je pense que c'est vraiment aller même au-delà que d'être comme tout le monde, c'est qu'il y a vraiment une expérience qui est vraiment de vécu, qui est à mettre en avant et à mettre en lumière. Donc voilà, enfin, pour revenir nous sur le SAMSA, c'est des choses, pour l'instant on n'y est pas, mais ce serait des choses qu'on aimerait mettre en place, vraiment comment à partir de personnes qui sont un peu isolées, créer un petit peu de collectivité et d'échange qui amènent à comment échanger sur des mieux-être ou autres d'ailleurs, enfin, sur ouvrir un espace des possibles et un champ des possibles entre les personnes, entre elles, et justement aussi pouvoir après se détacher de la béquille, des professionnels aussi, et comment voilà, ce genre de mouvement pourrait, l'idée un peu, ça puisse prendre son envol et vraiment créer une richesse de connaissances aussi. Donc c'était un peu pour rebondir sur ce que vous disiez, entre autres. Julien? Pour revenir sur l'idée de contrat dont on a beaucoup parlé, alors j'aime qu'à moitié l'image parce que ça serait quelque chose qui fige et un document, et alors que c'est quelque chose qui d'une part est très asymétrique au départ, c'est-à-dire que nous on arrive avec notre clarté de procédure, d'idées, même si elles sont vagues de ce qu'on veut faire, en tout cas quelque chose voilà, d'un peu technique et tranché face à quelqu'un qui se cherche, qui parfois va avoir besoin de temps pour faire émerger finalement ce qu'elle va être sa part de contrat. Et donc je pense que le contrat est plus quelque chose qui arrive à la fin qu'au début, ou en tout cas en route, qui est sans cesse renégocié. Et l'intérêt vous avez été plusieurs à insister là-dessus, du travail de partenariat, que ce soit avec la famille. Je pense aussi aux curateurs, qui sont souvent des gens qui sont un peu entre la famille, parfois, en tout cas pour ceux qui bossent bien, et les accompagnants du médico-social. Il y a la connaissance, tout ce travail de partenariat qui nous permet de nous connaître et de nous faire confiance, permet aussi de mieux supporter qu'il puisse y avoir justement des errements, que la personne puisse prendre son temps, puisse essayer des choses, puisse pourquoi pas essayer de monter l'un contre l'autre, parce que l'un va se soutenir un projet ou une définition du projet qui lui convient mieux, et que la confiance qu'on aura établie ensemble à travers le partenariat va être une manière de résister à ces grincements, ou d'accompagner ces grincements pour arriver à quelque chose de plus constructif au final, quitte à s'engueuler. Moi, en tant que psychiatre des sources, j'ai parfois eu des altercations un peu fortes avec des collègues du sanitaire qui ne comprenaient pas ce qu'on faisait dans cette institution bizarre, etc. Et le curateur qui mettait son grain de sel là-dedans. Et au final, voilà, c'est ça aussi la vie. C'est pas un joli contrat qu'on signe tous ensemble définitif, mais quelque chose qui bouge, qui réagit avec la dimension de temps dont parlait Carmen tout à l'heure. Et je trouve que c'est ça aussi qui fait la richesse et qui aide tout le monde à grandir, parce que voilà, moi, ayant fait plusieurs années au foyer Les Sources, je ne suis plus le même psychiatre non plus qu'au départ. Et je pense que tous les éducateurs pourraient dire la même chose. Marie.
la notion de contrat, c'est vrai que je suis entièrement d'accord. Nous, quand on parle de contrat, c'est contrat moral. On signe rien parce que justement, ça fige et qu'on ne peut pas, dès la rencontre, déterminer les objectifs. Et ça biaise même la relation de se dire on va travailler sur tel axe. Et des fois, ça emmène les professionnels sur des axes qui sont finalement des voies de garage. Le contrat qu'on passe, le contrat moral, c'est juste la personne à l'instant T a besoin d'une aide. On la définit ensemble. Nous, on s'engage à lui apporter une aide la plus personnalisée possible. Et elle s'engage à mettre ce qu'elle pourra sur la table pour porter son projet selon les périodes, selon quand elle sera bien, elle pourra être vraiment actrice. Quand elle sera moins bien, on comprendra et puis on attendra un petit peu. Mais c'est cette notion de contrat moral. Et nous, on est vraiment... on formalise très peu, alors peut-être pas assez, mais on est un peu anti-formalisation chez nous, parce que justement cette notion de fixer les choses peut être à un moment plus négatif qu'autre chose, quoi. Bien, moi, mon rôle, c'est de créer un peu la zizanie, donc c'est très bien. Autre chose, vous avez employé le terme, ça sera là, on est presque à la fin, mais vous avez dit il faut prendre des risques. Et effectivement, vous en prenez tous, parce que sinon, on n'avancerait pas beaucoup, et en tout cas... la vie n'aurait pas de goût. Hein. Tout à fait. Puis la restitution du pouvoir d'agir, si on ne bouge pas, enfin, je veux dire, on ne va pas faire de la philo de bas étage, mais c'est quand même pas grand-chose. Mais cette prise de risque, ça suppose de l'audace, et est-ce que ça ne va pas à contrario de ce principe de précaution de la société, des institutions? Bientôt, pour aller aux toilettes, on sera obligé de mettre une ceinture de sécurité, on peut toujours glisser, on ne sait jamais. Donc voilà, vous ne trouvez pas qu'il y a entre ce que vous voulez faire et en même temps le mammouth au-dessus, si j'ose dire, c'est difficile à secouer, non? Oui, après, très rapidement, ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est l'habitat partagé, qui est avec le virage inclusif, qui est extrêmement plébiscité en ce moment. Et on a eu un point avec le CREAI, avec les ARS, qui sont en train de regarder un peu. On a participé à la fiche de la DGCS sur l'habitat partagé. Et il y a une volonté des personnes qui bénéficient de ces dispositifs-là, et même des porteurs, de ne pas formaliser quoi que ce soit. Parce que l'échange que j'ai eu avec des directeurs de foyers, de vie, etc., c'était OK, alors on va développer de l'habitat inclusif. Alors qu'est-ce qu'on va faire comme convention avec les infirmiers libéraux? Qu'est-ce qu'on va mettre en place comme protocole de sécurité? Et du coup, c'est là où on n'est pas du tout en phase, où je disais, mais pourquoi faire des conventions avec des infirmiers libéraux? Si vous êtes chez vous, vous avez besoin d'un infirmier, vous ne faites pas une convention. Si vous avez un protocole, il n'y a pas de protocole de sécurité chez vous. Les gens, ils signent un bail de sous-location. Donc c'est là où il faut, à un moment donné, résister. C'est un vrai travail de militance et de résistance. Là, j'étais avec le département hier et du coup, ils veulent savoir un petit peu quel modèle d'habitat partagé on va pouvoir définir. Et je leur dis, il n'y a pas de modèle. L'habitat partagé, c'est la volonté de personnes qui ont des handicaps différents, des histoires différentes, des symptômes différents, des problématiques différentes, et qu'on ne peut pas faire un modèle unique, sinon on va retomber sur de l'institution. Et qu'il faut résister absolument à ces protocoles de sécurité. Quand on prend un appartement, un jeune qui sort de chez ses parents et qui prend son appart, on ne sait pas s'il va s'adapter tout de suite, s'il ne va pas avoir des problèmes de dette. Mais voilà, c'est le jeu aussi, et c'est exactement pareil pour n'importe quelle personne d'accepter cette prise de risque et de résister à la formalisation des conventions, etc. Enfin, je pense que c'est ce qu'on défend, nous, en tout cas, activement à côté court. Mais je pense, oui, notamment, je pense que le cadre, par exemple, des GEM qui sont quand même financés par l'Agence régionale de santé, l'ARS, donne quand même à voir une réflexion et puis une action, puisque il valide, il y a des conventions qui sont signées, il valide le fait que le GEM est animé par les personnes en fragilité psychique qui ont la responsabilité, qui ont les clés du local, qui assurent, qui cuisinent, etc., qui font plein de choses pour animer ce lieu, qui sortent aussi avec un véhicule, et notamment, moi je vois dans les GEM, les 9 GEM dont je m'occupe, certains adhérents sont en capacité de conduire
bien mieux que moi, je dirais, que certains collègues, et donc prennent le véhicule et sortent en autonomie sans la présence de l'animateur. Et donc là, ça c'est noté, on rend des comptes tous les ans à l'ARS, et c'est, je dirais, à nous les professionnels de valider et de mettre en avant justement ces initiatives qui sont au départ un peu locales et un peu indépendantes, et d'en faire quelque chose pour que ça soit appliqué à un plus grand nombre. Oui, Julien. J'aime bien le terme de résister, je voudrais rebondir dessus. En disant, résistons aussi à notre propre tentation de nous endormir, à notre propre tentation. Et je pense que la résidence Les Sources, qui a maintenant plus de 12 ans d'existence, il y avait cette inquiétude, et aussi la recherche est née de cette envie de se réinterroger, ne pas rester dans notre confort, et voilà, oui, petit à petit s'endormir tranquillement en étant content de nous-mêmes. Mais c'est pas simple. Je pense que voilà. On se fait des ennemis aussi. Ouais, donc c'est bien le pouvoir d'agir et pas le pouvoir de s'endormir, parce que ça, c'est à la portée quasiment de tout le monde. Juste Oui. pour rebondir sur ce que vient de dire Julien, sur peut-être, je sais pas, tu dis s'endormir, ou peut-être le sentiment d'impuissance face à des situations aussi qui existent, qui peut peut-être éprouver le professionnel, et qui plus est, d'autant plus la personne aussi en situation de handicap, sur sa notion et sur sa relation avec l'action, qui a lâché, enfin voilà. Et l'idée de s'endormir, je pense que justement, cette notion de pouvoir d'agir permet aussi aux professionnels un petit peu de prendre de la distance avec cette idée de porter finalement ce devoir. Oui, enfin, du coup, que ce ne soit pas un devoir d'agir, que vous parlez d'agitation, que ce ne soit pas une agitation, que ce ne soit pas quelque chose, et que justement aussi remettre un peu de distance avec ça, et éviter un épuisement aussi professionnel pour le coup. Voilà. Un petit mot sur Vous avez le droit, oui. Ouais, sur la résistance, mais cet habitat partagé dont on parle beaucoup aujourd'hui, il y a 5 ans, les mêmes interlocuteurs qui nous invitent sur notre territoire pour connaître un peu comment ça fonctionne, il y a 5 ans, nous disaient clairement qu'ils n'étaient pas pour, et qu'on a lutté aussi par rapport à des financeurs qui regardaient ça de loin et qui nous disaient non, mais l'habitat partagé, nous, pour l'instant, on ne coopte pas. Et il a fallu se battre et continuer, alors avec des soutiens, notamment de la MDPH, qui a été un très gros soutien, mais ce n'était pas l'ensemble des financeurs qui validaient. Donc il faut souvent, parfois, continuer à résister et pousser un peu les règles établies. Et au bout de quelques années, on sent finalement le changement. Quand on fait ses preuves sur le terrain, ça revient. Mais ça demande aussi des positions très, très marquées des professionnels du médico-social, quoi. Moi, j'ai simplement envie de dire que agir, c'est faire naître un plaisir de vivre. Et ça, c'est un élément, faut qu'on ait envie, il faut que ça fasse plaisir, il faut qu'on y retrouve. Le plaisir de vivre, c'est agir librement et avec les autres, et pas dans son bocal, et être reconnu dans ses droits. En fait, le plaisir naîtra de notre capacité à donner notre confiance contre une confiance. Et je crois que là, on va probablement, lorsque l'on va parler de plaisir, l'on va parler de bonheur, on va trouver beaucoup plus facilement en dehors un accueil, parce que ce plaisir, ça se construit. En tout cas, l'expérience que j'ai eue avec mes enfants, lorsque j'ai trouvé un moyen, ou lorsqu'ils ont trouvé, c'est bien mieux, le moyen d'être heureux, eh bien, tout va bien. Et c'est ce bonheur, ce plaisir qu'on n'a plus envie de perdre, et pour lequel, de temps en temps, on oublie moins de prendre ses médicaments. Conclura avec la chanson, mais vous ne chanterez pas. C'est qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, c'est ça? C'est après, ça, voilà. Écoutez, merci. Je pense qu'on a largement illustré et répondu à la question sur la restitution du pouvoir d'agir. Je vous en prie. Merci à pour Patrice conclure Lelon. aussi.
Et donc, on avait un petit mot pour conclure quand même. Enfin, je pense... Non, mais allez-y, si, on peut le dire. Chanter, vous pouvez. Non, non, c'était sur le titre un petit peu, justement, restitution du pouvoir d'agir, mode d'emploi, où justement, enfin, on ne redonne pas et on ne restitue pas le pouvoir d'agir, et encore moins de mode d'emploi, à notre avis. Bien sûr. Voilà, Mais c'était pour le souligner parce qu'on n'a pas réussi, enfin, j'ai pas réussi en tout cas à le caser. C'est une mauvaise question à une vraie réponse, donc ça arrive quelquefois. On peut dire aussi, l'être humain n'est pas fait pour vivre seul, mais dans le monde, il y a pas mal de personnes, et puis autour de nous, il y a des maillons, et ces maillons, faut les mettre ensemble pour que la vie elle continue. Et voilà, faut pas laisser le maillon se casser, sinon après, on en perd un, et puis il y a des cassures partout, et voilà, ça continue pas. Donc c'est important, les chaînes comme ça. Absolument. Toutes les personnes qui accompagnent, c'est très Bravo. important. C'est important. On se retrouve à 18h30. Merci.